Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Younes, qui est étudiant de troisième année de STAPS, qui avait des questions pour moi par rapport au coaching, mais surtout à l'entrepreneuriat et le développement de carrière en tant que préparateur physique. Il m'a posé pas mal de questions qui étaient toutes très très intéressantes. J'aime bien refléter sur mon parcours et réfléchir aux différentes choses que j'ai faites, pourquoi je les ai faites. Donc c'est une bonne opportunité de partager tout ça. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu apprécieras cet échange avec Younes sans plus attendre la vidéo. Bon, du coup, je vais me présenter moi déjà. Moi, c'est Vas-y, Wada Younes. Donc, salut. je suis étudiant en troisième année de STAPS. Voilà, donc je suis en parcours force. Je sais pas si tu connais, mais on va dire, c'est un parcours un peu spécial en troisième année Mhm. pour plus coacher, on va dire. Donc, on peut coacher les licences 2 et aussi les licences 3 en haltérophilie ou course athlétique Ok. et d'autres choses un peu plus orientées cardio. Donc, on va dire, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut coacher à côté de ce qu'on fait en théorie. Mhm. Donc, voilà. Ok, super. Et là, on a une matière où on doit faire un interview dans un métier qu'on aimerait faire. Mhm. Bon, là, moi, du coup, les questions seront plus orientées un peu entrepreneuriat, on va dire, Ok. ou coaching indépendant, parce qu'en fait, je suis encore, je réfléchis. Moi, j'aimerais bien faire préparateur physique, Mhm. mais je sais pas encore si vraiment je veux le faire dans un club ou en indépendant. Voilà. Après, moi, je suis plus spécialisé dans le foot, donc voilà. Ça En tout cas, marche. j'ai différentes questions. Voilà, j'ai fait des catégories, j'ai fait des catégories de présentation. Donc ça va un peu plus te toucher. Après, entrepreneuriat, donc voilà. Et après, j'ai fait une troisième catégorie que j'ai nommée conseil aux futurs professionnels du sport. Et voilà. Ça me Donc, plaît. j'en ai rajouté quelques-unes par rapport à ce que j'avais envoyé. Je sais pas si je l'ai enregistré. Faut lancer un enregistrement. Moi, je l'enregistre, je peux te l'envoyer après. Ah, ben ça, parfait. Bon, ben du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, donc voilà, nom, prénom, profession, etc. Avec La plaisir. base. Je m'appelle Sean Seal, j'habite en Suisse, à Nyon, près de Genève, près de la frontière franco-suisse. Et je suis préparateur physique depuis 7-8 ans maintenant. J'ai commencé au Canada, où j'étais coach sportif, où j'ai fait beaucoup de personal training, que ce soit en individuel ou en groupe aussi dans des salles de sport. Je me suis ensuite tourné vers la préparation physique un petit peu avant de revenir en Suisse, il y a de ça 4 ans. Maintenant, à mon retour en Suisse, j'ai repris la prépa physique avec mon club de rugby local. J'ai dans cette entreprise-là, ensuite, j'ai pu aussi partir sur du travail avec l'Académie nationale suisse, donc les jeunes rugbyman suisses que j'ai pu encadrer au niveau de la préparation physique pendant un certain temps. Au travers de tout ça, j'ai continué à développer mes connaissances et mes compétences autour du conditionnement, donc tout ce qui est développement cardiovasculaire, métabolique, dans un axe plutôt d'endurance. Et aujourd'hui, je me spécialise là-dedans, que ce soit pour l'encadrement d'athlètes, que ce soit pour des tests physiologiques, de la planification, de l'entraînement et également de la formation pour les coachs autour de ces choses-là. Et en parallèle à tout ça, j'anime une chaîne YouTube où je fais pas mal d'interviews, pas mal d'interventions avec d'autres professionnels également, afin d'élargir les horizons de chacun et d'essayer d'apporter le meilleur contenu possible à la communauté de préparation physique. D'accord. Et ben, du coup, il y a certaines choses que je connais, vu que je regarde les vidéos depuis quand même un petit moment, on va dire. Super. Ok. Donc ça, c'est normal. Après, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que tu gardes encore un lien, du coup, avec le coaching en club? Ben là, tu as un peu parlé du rugby, mais Hmm. est-ce que actuellement tu fais encore ça ou c'est quelque chose que tu as mis de côté? Non, plus pour le moment, en tout cas plus dans le cadre du rugby à proprement parler. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai arrêté de travailler avec le club, simplement par manque de temps. C'est-à-dire que toutes mes autres activités commençaient à prendre leur envol et à prendre pas mal d'envergure. Et du coup, j'ai eu des choix à faire. Et c'est vrai que autant le travail avec l'équipe de rugby était très enrichissant pour moi et je l'ai beaucoup apprécié. Je continue d'ailleurs à travailler avec certains membres de l'équipe. Cela étant dit, ça prenait beaucoup de temps et il y avait d'autres choses que je voulais développer, et donc je me suis orienté comme ceci. Après, pour répondre à ta question de manière un peu plus globale par rapport à l'entrepreneuriat, j'avais commencé en tant qu'indépendant au Canada. À mon retour en Suisse, je m'étais dit que peut-être que je voulais juste aller bosser et puis ensuite finir le boulot à 16h30 et plus penser au boulot et passer à autre chose. J'ai essayé de le faire pendant bah, ça a duré 2 mois à peu près. Et après 2 mois, je me suis rendu compte que je pouvais plus travailler pour quelqu'un d'autre, que j'étais simplement pas fait pour ça, que j'avais des choses que je voulais accomplir.
et que chaque minute que je passais à travailler pour quelqu'un, c'était des minutes que je passais à développer le rêve de quelqu'un d'autre, mais pas le mien. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai juste continué à faire ça le temps qu'il fallait, le moins de temps possible. Et je suis reparti en tant qu'indépendant après ça, indépendant que je suis encore aujourd'hui et que je vais certainement rester. En tout cas, il n'y a pas de changement de Ah, ce côté-là sur l'horizon. ouais, ben, parfait. Ben, en plus, il y a certaines choses de ce que tu dis qui se rattachent aux prochaines questions. Donc, ben, ça tombe bien, on pourra un peu plus creuser le Avec sujet. plaisir. Et du coup, ben, actuellement, est-ce que tu te considères plus comme un coach, un préparateur physique ou un formateur? Parce que j'ai vu que tu faisais aussi des formations. Et pourquoi? Ben, après, peut-être tu as un peu toutes les casquettes, mais Ouais, j'allais dire les trois, ça dépend juste de l'heure de la journée. ah, ouais, Il y a des moments où je vais être coach parce que j'encadre des athlètes en préparation physique et du coup, j'ai la relation coach-athlète que je maintiens. Je pose beaucoup de questions, je demande des retours, je fais en sorte d'avoir les meilleurs programmes possibles pour les athlètes que j'encadre. Euh, j'encadre aussi pas mal de personnes au travers des différents programmes que j'ai à disposition en ligne. Et donc, quand il y a une question qui m'est posée, je réponds en matière de coach. Coach, préparateur physique, à mon sens, la grande différence entre les deux, si on veut distinguer coach sportif et préparateur physique, je dirais que le préparateur physique travaille avec un objectif de performance dans un sport donné. Le coach sportif peut-être moins, peut-être que c'est plus des objectifs de forme de manière générale, de conditions physiques sans nécessairement avoir un objectif compétitif. À l'heure actuelle, je travaille beaucoup avec des compétiteurs quand même. Donc peut-être que pour être un peu plus exact, je dirais que je suis plutôt préparateur physique la majorité du temps. Mais après, j'ai aussi ma casquette de formateur, comme tu l'as dit, où j'encadre des coachs dans leur développement et j'essaye de les orienter ou de leur apporter plus d'informations pour qu'ils puissent compléter leur panel de connaissances et de compétences afin de pouvoir simplement mieux faire leur travail au quotidien. Donc voilà, un petit peu des deux, un petit peu des trois. ouais. Mais du coup, j'ai une autre question, c'est plus sur la gestion du temps. Parce que je sais que c'est assez dur de bien gérer son temps quand on est indépendant. Et du coup, je me demandais si tu avais réussi à trouver un équilibre au fil des mois ou des années. Parce que ben, quand en fait on a nos propres projets, ben, logiquement on y pense tout le temps, je pense. Donc ben, on a toujours envie de travailler. Je pense que ça peut être une question intéressante. C'est une très très bonne question. Tu tapes dans le mille. Mon équilibre, c'est en grande partie ma femme. Ma femme, Lynn, qui joue une part importante dans tout ce que je fais au quotidien. On la voit pas souvent sur les podcasts Ouais, ou sur la chaîne YouTube, mais elle m'a énormément aidé à mieux structurer mon temps. Comme tu l'as dit, je suis clairement quelqu'un qui pense tout le temps à ce qu'il fait parce que j'adore ce que je fais. Je suis extrêmement passionné par mon travail et ça a ses points positifs et ses avantages et ses inconvénients. Un des inconvénients étant que j'ai beaucoup de mal à dire non, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi, à faire autre chose que ça. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. On a eu une grosse transition au début de cette année où j'ai arrêté de coacher certains clients que j'avais en présentiel. La plupart de mes clients en présentiel que j'ai passé à d'autres coachs qui m'entourent et avec qui j'ai la chance de collaborer, Marie, David et Loïc pour les citer directement, pour simplement pouvoir mieux me concentrer sur les autres activités que j'ai et aussi prendre un petit peu plus de temps pour moi, chose que l'année dernière, je n'ai absolument pas fait du tout. D'ailleurs, le résultat était qu'en novembre, j'étais complètement cramé, où j'ai passé la moitié du mois à être malade parce que j'arrivais simplement pas à récupérer, j'avais trop fait. Septembre, octobre, je ne sais même pas si j'ai eu pris un jour de congé. Et les jours de travail, c'est des jours qui commencent quand tu te lèves et qui se terminent quand tu vas te coucher. Donc voilà, c'était un petit peu trop et je crois que j'ai trouvé ma limite, chose que je ne pensais jamais pouvoir faire. Mais pas au niveau de l'entraînement, même au niveau du travail, j'ai vraiment trop fait. Et donc ça m'a permis ou ça m'a poussé à mettre un bon coup de frein quand même ouais, et d'être un petit peu plus patient aussi avec les choses que je souhaite accomplir. Parce que souvent, en tout cas, le constat que je fais maintenant, c'est que je voulais tout le temps tout faire tout de suite. Mais au final, je vois maintenant que même si j'opérais comme ça, les choses ne se feraient pas en 2 semaines. Tous les projets que j'ai, c'est des choses qui vont se développer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, au final, j'ai pas vraiment d'avantage à m'acharner. Et que oui, il faut travailler dur, oui, il faut travailler intelligemment, ça c'est certain. Et on s'en sortira pas en tant qu'indépendant si on ne travaille pas de cette manière-là. Et par contre, voilà, il faut savoir se gérer aussi. Il y a des moments où il faut appuyer sur l'accélérateur, il y a des moments où il faut
savoir changer de vitesse et changer de régime un petit peu également. Donc voilà, j'apprends encore, je suis loin d'être parfait sur ce plan. Oui, oui. Ah bah, après, c'est une grande question. C'est Et ça. du coup, après, ce que je me disais, dès qu'on est coach sportif et qu'on se spécialise dans ce métier ou je sais pas, ou dans un axe bien précis, une qualité physique ou autre, bah, est-ce que s'orienter vers la formation au bout de nombreuses années, ça peut être une bonne alternative? Je veux dire quand on se fait un plan de carrière, dans le sens où, beh, avec toute l'expérience accumulée, peut-être créer des formations, ce serait une bonne voie à prendre. Après, parce que souvent les gens ils disent que quand on commence à avoir, bah, en tout cas de ce que j'ai pu entendre par exemple à la fac, 40 ans, ben coacher c'est plus aussi simple que quand tu as 25 ou 30 ans. Ouais, encore 40 ans c'est jeune, mais peut-être 50 ans. Je pense que ça dépend vraiment dans quel milieu tu te trouves. Ouais, C'est tout à fait possible de continuer à coacher jusqu'à un âge avancé, mais pas dans tous les contextes. C'est clair mmh, que si tu enchaînes 10 heures de coaching dans la journée, tous les jours, 5 jours par semaine, ça c'est clair que tu vas pas pouvoir le faire pendant 50 ans. En tout cas, moi, je te le souhaite pas. Je l'ai ouais, fait, c'était une très bonne expérience, mais j'y retournerai pas. C'est pas quelque chose qui me manque nécessairement de passer 8 heures, 10 heures de suite à coacher des clients, parce que c'est très, très usant, tout simplement, autant de manière au niveau psychologique que physique. Et donc, je pense que oui, si tu es dans ce cadre-là, à un moment donné, il faut penser à, à- à ton avenir et à ce que tu peux mmh, faire par la suite. Je pense que la formation ou être formateur, c'est une des voies possibles. Mais je pense aussi que être formateur, ça te demande une certaine personnalité, ça te demande certaines compétences de communication. Et je pense pas que tout le monde soit fait pour ça. Un peu, un peu à la star de quand on dit que ben, tous les athlètes de haut niveau ne vont pas faire d'excellents coachs. Juste parce que tu es très très bon sur le terrain ne veut pas dire que tu vas pouvoir coacher derrière. Ben, je pense que c'est un peu moins vrai dans ce contexte-là parce que je pense qu'il y a plus de transferts entre coach et formateur qu'il n'y a entre athlète et coach, mais ça reste deux métiers assez différents quand même. Et de ce fait, ben, si tu une des choses qui est importante au cours de ta carrière, même au début, c'est d'apprendre à bien se connaître. C'est de savoir quelles sont tes forces, quels sont tes points faibles, et ensuite de pouvoir orienter ton parcours de carrière sur tes forces et surtout sur les choses que tu aimes faire. Je pense qu'il y a mmh, plein de coachs qui sont très très compétents, qui pourraient être formateurs, mais qui n'aiment pas faire ça. yes, Et donc, je pense que c'est une très très bonne raison pour ne pas le faire. Parce que être indépendant, avant tout, ça veut dire que tu es responsable de tout, surtout quand ça va pas. Et ouais, donc, mmh, dans ce cadre-là, il faut au moins que tu puisses tirer un petit peu de satisfaction de ton quotidien. Et par là, ce que je veux dire, c'est idéalement pouvoir faire quelque chose au quotidien qui t'engage et qui te motive pour pas que. Parce que sinon, tu as meilleur temps d'aller pointer à l'usine si tu es mmh, misérable tous mmh, les jours, même en tant qu'indépendant. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Il faut aimer ce qu'on fait aussi, et il faut bien se poser la question, est-ce que devenir formateur par la suite, c'est une option pour moi? oui, Je pense que c'est une très, très bonne idée, mais il faut que ce soit pour la bonne mmh, personne dans le bon ouais, contexte. c'est propre à chacun. Et du coup, heu, moi, ce que j'ai mis comme question, bah, à quel niveau est-ce que tu placerais l'importance de se spécialiser dans un domaine et plus particulièrement quand tu es coach indépendant? Par exemple, comme toi, tu as pu le faire avec, la physiologie d'exercice. Mhm. Et après aussi, j'avais vu un podcast, avec toi du coup, beh, tu disais qu'en fait, tu es plus naturellement tombé dans la physiologie de l'exercice que, beh, en gros, tu as pas choisi, ce domaine, volontairement pour te différencier, c'est plus quelque chose que tu as fait naturellement. Donc, Mhm. bah, à quel niveau tu placerais, bah, l'importance de se spécialiser dans ta Important, oui, mais soit tu le fais en parallèle à un développement beaucoup plus général, soit tu le OK. fais après un développement beaucoup plus général. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir se spécialiser trop tôt et trop vite et de manière trop contrastée par rapport à un développement général qui reste extrêmement important pour le coach ou le préparateur physique. C'est-à-dire que même si tu es spécialisé dans ton domaine, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'être nul dans tout le reste parce qu'une préparation physique se doit d'être intégrée avec tous les corps de métier et toutes les compétences spécialisées que ça demande. Et donc, si tu es ultra compétent dans un domaine ultra précis, par contre que tu es complètement incompétent dans les autres, ça va grandement limiter la qualité de ton intervention parce qu'au final, dans une préparation physique, on doit travailler avec plein de composantes différentes. Et si on ne comprend pas ces autres composantes, tu n'as pas besoin d'être expert. Je ne suis pas expert en travail de force, par exemple, mais j'ai une assez bonne compréhension de ce domaine-là pour comprendre l'interaction avec différents types d'entraînement que moi, je vais potentiellement appliquer, des mécanismes de fatigue, des contraintes structurelles sur l'organisme.
Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que se spécialiser, oui, mais pas aux dépens des compétences générales. Et sur un autre plan, ben, il y a quand même énormément de méthodes et de systèmes d'entraînement qui existent à l'heure actuelle, qui ont, peut-être pas tous, mais pour la grande majorité, fait leurs preuves et montré leur efficacité. Et je pense que dans les premières années, tu te dois de faire un petit peu le tour du pâté de maison et de voir ce qui se fait et de comprendre comment s'imbriquent toutes ces différentes méthodes. Ah, là, on a des kettlebells, là, on a des barres, là, on a de l'haltéro, là, on a de la gym, là, on a des méthodes de mobilité active, là, on a des méthodes de mobilité passive, etc. Et vraiment comprendre tout l'écosystème et tous les outils que toi, tu vas pouvoir utiliser en tant que préparateur physique avant de te dire: «Ah ouais, ça, c'est ce que je veux faire et maintenant je vais aller à fond dedans». Donc je dirais, voilà, spécialise-toi une fois que tu as bien fait le tour des Ouais. choses ou en tout cas, si tu te spécialises avant, n'arrête pas ton développement général et n'arrête pas ton exploration parce que personnellement, je sais que ça m'a pris, je dirais 5 ou 6 ans dans le monde de la préparation physique, en faisant énormément de recherches de mon côté, hein. Je m'éduque, Ouais. s'éduquer, c'est un grand terme, mais je m'informe de manière quasi constante. Quand je crée pas du contenu, j'en consomme, Ouais. et j'en consomme pour l'assimiler, pas juste pour le consommer. Et donc c'est quelque chose que je fais de manière extrêmement active et c'est simplement quelque chose qui me passionne et que j'adore faire, donc ça me demande pas de travail supplémentaire. Et même avec ça, ça m'a pris quand même plusieurs années dans la préparation physique pour vraiment avoir une bonne vue d'ensemble et commencer à pouvoir raisonner de manière un petit peu plus intégrée. Donc, je dirais, voilà, pour les jeunes préparateurs physiques ou Ouais. étudiants qui nous écoutent, ça ne sert à rien de se précipiter. Vaut mieux avoir une belle base solide de compréhension de la prépa physique à tous les niveaux et ensuite se dire, ah ouais, ça, j'aime beaucoup, je vais me spécialiser là-dedans, mais ne pas oublier la base. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Du coup, là, ça va être un peu plus une question au niveau, on va dire, caractère, personnalité. Mhm. Est-ce que pour toi, il y a des traits de caractère et des qualités qui seraient importantes, à avoir pour, justement être indépendant? Pour, parce que c'est un métier qui quand même demande beaucoup de discipline et je pense que, ben, en soi, c'est pas forcément fait pour tout le monde ou du moins, voilà, ça demande quand même de développer certaines compétences en termes de régularité, d'investissement. Faut aimer travailler. Oui, mais Déjà, faut absolument aimer travailler parce que si tu as pas ça, tu vas vraiment pas durer longtemps. Donc ça, c'est la première chose. J'ai parlé du fait de pouvoir changer un petit peu de vitesse, changer de régime et de prendre un peu plus de temps pour moi. C'est quelque chose que j'ai pu faire après 6, 7, 8 ans dans le domaine. Alors, est-ce que j'aurais pu y arriver avant si j'avais eu un parcours légèrement différent? Très certainement, mais il faut être prêt à s'impliquer de manière, constante et complète pendant plusieurs années si on veut pouvoir percer. Et il n'y a pas de raccourci pour la compétence. Il faut que tu sois compétent, il faut que tu sois le meilleur préparateur physique que tu puisses être. Ça, c'est extrêmement important. Donc il faut, cette, «recherche» entre guillemets de la perfection, au niveau de soi-même, au niveau de ses compétences, sans trop s'attarder sur les détails, en sachant que si tu essaies de tout faire parfaitement dès le départ, tu feras jamais rien. Donc, je crois que bah, c'est dans le terme, hein, dans entrepreneur, il y a entreprenant, entreprendre, et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est de passer à l'action. C'est d'être une personne d'action. Parce qu'une personne de réflexion, ben, tu peux avoir les meilleures idées du monde, tant que la roue elle touche pas le bitume, tant qu'il y a pas quelque chose qui se passe, et ben voilà, il y a rien qui bougera. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il faut entreprendre et il faut être dans l'action constante. Et c'est au travers de l'action qu'on apprendra. On va faire des erreurs, bien sûr, ça fait partie de l'aventure. Donc soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est les deux options quand tu fais quelque chose. Et ça, faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Je pense que ça, c'est également une qualité qui est nécessaire. Parce que si tu as peur de faire faux, ben, tu feras jamais et au final, tu y arriveras jamais non plus. Donc, il faut être discipliné, il faut travailler dur, il faut être bien structuré aussi, parce qu'il y a énormément, il faut être très polyvalent, parce au début, il y a énormément de choses que tu dois apprendre à faire. Tu dois apprendre à tenir une comptabilité, répondre à des emails, organiser ton administratif avec tes clients, payer tes factures à la fin du mois, etc., etc. Donc, il faut énormément de compétences différentes. Bien sûr, à terme, quand ton revenu augmente, tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir engager des gens qui peuvent t'aider avec ces compétences spécifiques. Mais
au départ, il faut être prêt à tout faire. Et il faut surtout être prêt à apprendre des choses que tu ne connais pas encore. Tu peux Mm. pas devenir entrepreneur et dire ah ouais mais non mais je suis nul avec les chiffres du coup je vais pas faire la compta. Ça Ouais, fonctionne pas comme ça. Même si tu es nul ou tu étais nul à l'école ou c'est pas ton truc, c'est pas grave, t'as pas le choix, il faut apprendre. Il y a un super truc qui s'appelle YouTube sur lequel les personnes qui regardent ça se trouvent actuellement. Tu peux apprendre quasiment tout ce que tu veux sur Internet aujourd'hui si tu cherches correctement et si tu entreprends, encore une fois. Tu peux pas juste regarder une vidéo et dire ah ouais, ça je sais faire maintenant, c'est bon. Non, il faut mettre la main à la pâte, il faut essayer, il faut échouer et il faut faire mieux, continuer à faire. Et c'est ça qui fera que tu auras une chance d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Donc, je pense que ça fait déjà pas mal comme petit paquet ouais, de qualités qu'il faut. exactement. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, ben, pour durer, est-ce que ce serait mieux d'accorder plus d'importance à la qualité du travail ou à la quantité? Voilà, c'est souvent l'opposition qu'on fait, ou aux 2 peut-être, Ouais, la réponse, mais c'est oui. du coup, c'est les 2, la C'est les quantité et deux. la qualité. C'est les deux. Ouais, Et la manière dont je le vois, c'est que la qualité viendra via la quantité. ouais, Mais après, je veux mettre un astérisque là-dessus quand même. Voilà, faut pas juste faire de la quantité pour faire de la quantité quand on parle, par exemple, d'entraînement. Là, si on parle de planification, etc., bien sûr que ça se passe pas comme ça. Tu peux pas. Et ça, c'est certains modèles qui fonctionnent au niveau étatique, si on veut bien, dans certaines organisations sportives où ben, tu as 100 000 athlètes, et ben, tu jettes 100 000 athlètes contre le mur et puis tu vois lesquels tiennent. Et ceux qui tiennent, ben, c'est en général ceux qui sont ouais, les podiums olympiques. Voilà, tu peux pas te permettre de faire ça en tant que préparateur physique, mais en tant qu'entrepreneur, il faut faire beaucoup et c'est en faisant que tu feras mieux. Si tu vas regarder mes premières vidéos de la chaîne, eh ben, en tout cas, j'espère qu'on voit une différence entre ouais, les premières vidéos et les vidéos aujourd'hui, que ce soit dans la qualité du montage, que ce soit dans la manière dont je m'exprime, tout simplement, parce que c'est simplement des choses que tu vas développer en faisant. Donc, si on parle de contenu, moi, je suis extrêmement biaisé côté volume, côté quantité, ouais, parce qu'à mon avis, c'est une des meilleures manières. Bah, en fait, chaque fois que tu fais quelque chose ou que tu crées quelque chose, tu te donnes une opportunité. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas te donner d'opportunités. C'est un jeu de chiffres au final. C'est un petit peu comme de la vente. Tu veux vendre un programme, et ben, si tu parles à une personne ou si tu parles à 100 personnes, et ben, ton pourcentage de chance, il va être entre 1 et 100, selon la méthode que tu emploies. Donc, à mon avis, il y a rien qui peut faire face au volume. Après, ouais, bien sûr que le volume doit engendrer une amélioration de la qualité du service ou du produit au fil du temps et de la manière dont tu fais les choses. Mais je pense que de commencer avec l'idée de volume, c'est pas si mal non plus. ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai une autre question, mais là, ce sera un bon, ça va changer de sujet. C'est sur le coaching en ligne parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui veut faire coaching en ligne. Pour moi, pas forcément. Bon, ça peut être intéressant, mais du coup, je voulais savoir ce que tu voyais dans cela en termes d'avantages et d'inconvénients Ouais. là, par rapport au coaching en ligne, parce que je pense qu'il y a quand même des avantages, mais il y a des inconvénients et surtout au début quand tu sais pas trop comment tu prends. Je pense que le coaching en ligne, c'est une très très mauvaise idée pour ceux qui n'ont pas coaché pendant plusieurs années en Ouais, présentiel. Je pense que le facteur humain dans le coaching, il est trop souvent négligé. Et autant j'adore la physiologie, j'adore les chiffres, j'adore tout quantifier, autant pour moi, il n'y a rien qui arrive à la hauteur du contact humain et de la relation humaine que l'on crée en tant que coach. Et c'est ça qui va être la chose la plus importante que l'on peut mettre en place en tant que coach, en tant que préparateur physique. Et donc, il ne faut pas passer directement par la case coaching en ligne et skipper ou sauter complètement cette case, prendre contact avec la personne, voir comment la personne bouge, se comporte. Je pense vraiment que du coaching en présentiel devrait être un prérequis avant de faire du coaching en ligne. Ça, à mon avis, alors il y a aucune manière de l'implémenter, de l'imposer, mais je pense oui, que quelqu'un qui part directement sur le coaching en ligne, qui n'a pas fait de coaching en présentiel, ne sera pas aussi bon que ce qu'il peut ou ce qu'elle peut être. Donc ça, c'est très, très important. Après, il y a bien sûr des avantages. Il y a l'avantage que tu peux rester chez toi. Il y a l'avantage que tu peux virtuellement prendre en charge plus de personnes par unité de temps. Euh, mais malgré tous ces avantages, je pense que c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire bien, surtout si tu le fais de manière individuelle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai 3 personnes en suivi individuel et j'en prends pas plus. Je pourrais en prendre plus parce que je pourrais trouver du temps pour le faire, mais je sais l'investissement de temps et d'énergie que ça me prend pour vraiment faire le meilleur boulot que je peux avec ces 3 personnes.
et j'ai pas envie de bâcler le travail et de le faire mal avec plus. Donc, je pense que c'est des considérations qui sont très, très importantes. C'est une très, très bonne question que tu as posée et qu'avant de se diriger vers le coaching en ligne, il faut d'abord faire du présentiel. Idéalement, continuer à faire du présentiel même si tu fais du en ligne. Et en ligne, il faut, si tu veux faire de l'individuel, eh ben, il faut vraiment faire de l'individuel. Ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'énergie, et beaucoup de réflexion. Et encore une fois, c'est plus difficile de le faire bien que d'être en présentiel avec quelqu'un. Et du coup, ce serait mieux de faire de l'individuel ou du collectif? Bon, après, ça dépend aussi le sport, etc. Mais moi, j'ai l'impression, après, peut-être que je me trompe, mais dans le collectif, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de vraiment exprimer ses compétences, on va dire. Parce que c'est beaucoup plus dur à gérer en termes d'individualisation, etc. Bah, après, Bah, on va dire qu'en soi, gérer un groupe, c'est des compétences aussi. c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as devancé. Tu as bien fait de le faire. Je pense que c'est deux panels de compétences qui sont bien sûr complémentaires, mais qui sont différents. Être avec une personne en individuel et créer une relation et pouvoir les coacher chaque semaine, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, c'est une compétence en elle-même. Savoir gérer un groupe de 10, 20, 30 personnes, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, c'est une compétence en elle-même aussi. C'est pas du tout la même compétence. Certains coachs seront très à l'aise avec l'un et pas du tout avec l'autre et vice-versa. Donc, je pense qu'il faut là aussi graviter vers des choses qui nous conviennent et qui nous correspondent. Personnellement, je sais que j'aime beaucoup faire les deux. J'adore travailler en individuel avec quelqu'un parce que cette relation one-to-one, elle est vraiment spéciale et tu peux vraiment développer ou aider la personne à se développer de manière très, très pointue et en passant par beaucoup de voies différentes. Mais je sais aussi que tu me mets 30, 50 personnes devant moi avec lesquelles travailler et je vais m'éclater et je vais adorer ça. C'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout le même détail que tu peux apporter à certaines choses, bien sûr, mais ça va aussi dépendre du contexte, ça va dépendre du sport, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc, encore une fois, il faut que le coach ou le préparateur physique détermine ce qui lui correspond par rapport à ça. Ouais. Et du coup, pour ceux qui aimeraient se lancer justement dans le coaching sportif, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour trouver ses premiers clients? Parce que ça, c'est le plus dur au début. Je pense que quand tu as une certaine expérience, ça devient un peu plus simple. Aussi peut-être avec la visibilité sur les réseaux sociaux, etc. ou autre. Donc, est-ce que, par exemple, on avait posé cette question à un intervenant qui était venu au STAPS. Il nous disait que bah, c'était peut-être une bonne idée de coacher en salle au début, par exemple, pour se faire voir tout simplement. Après, ça reste une option. Ça reste une option. Une approche que j'aime bien et que j'ai employée depuis le début dans ma carrière de coach ou de préparateur physique, c'est que il faut t'investir au départ pour ensuite pouvoir en retirer quelque chose. Ouais, Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aime bien faire les choses gratuitement au début pour gagner en expérience plus rapidement, accumuler plus d'expérience, avoir plus d'opportunités, encore une fois, pour faire ce que j'ai envie de faire et par la suite, ensuite, demander un petit peu plus d'argent ou demander ouais, ce que ça vaut véritablement. C'est comme ça que j'ai commencé à coacher et c'est comme ça que je conseille que les gens commencent aussi. Je sais que certains professionnels dans le milieu disent que ça dévalue le métier de coach. Je ne pense pas du tout parce que mm, la valeur de ce que tu vas apporter à quelqu'un, eh ben, elle est là. Bien entendu qu'une personne qui paye un certain montant pour une séance aura peut-être plus de respect pour cette séance qu'une personne qui ne le paye pas. Mais voilà, t'es personne, tu sors de ton école, tu dois commencer à coacher. Le meilleur truc que tu puisses faire, c'est passer un coup de fil à toutes les personnes que tu as dans ton téléphone. Tu as plein de ouais, numéros dans ton WhatsApp, dans ton téléphone. Tu sors ton téléphone un jour, idéalement, tu imprimes même ta liste de contacts et tu te poses à un bureau et tu tapes tous les numéros et tu les appelles un par un. Tu leur parles, tu leur poses des questions sur comment ils vont, qu'est-ce qui se passe. Et quand ils te demandent ce que toi tu fais, eh ben, tu parles de ce que tu commences en tant que coach et tu dis que tu cherches quelques personnes qui souhaiteraient se lancer avec toi et que tu le fais sur donation au départ, sans rien demander, pendant 2 à 3 mois et que à l'issue de ces 2 ou 3 mois, eh ben, si la personne a apprécié ton travail, tu apprécierais grandement qu'en contrepartie, elle te laisse un témoignage sur ta page Google ou sur ton site ou peu importe, et en même temps qu'elle te mette en relation avec 3 4 personnes qui seraient intéressées par tes services. Et ça, si tu fais bien les choses, sur la première journée, tu devrais pouvoir trouver 3 4 personnes déjà avec qui travailler. Et ouais, quand tu as une semaine devant toi qui est complètement vide parce que tu n'as pas encore de clients, eh ben,
mon premier objectif, si je devais tout refaire depuis le début, ce serait de trouver le meilleur moyen de remplir toutes les heures dans la semaine avec du coaching, que ce soit du coaching payé ou pas. Et au début, ça va certainement pas être coaché. Mais je peux te dire que si tu es à côté d'un gars qui fait 0 heure de coaching par semaine et que toi, tu fais 20 heures, 30 heures de coaching par semaine avec de l'individuel, avec des small groups dans le parc l'après-midi, avec peut-être une équipe de sport locale avec qui tu travailles de manière bénévole 2 fois par semaine, et ben, entre celui qui est à 0 et qui demande de l'argent, droit d'entrée, alors que toi, tu es en train de coacher 30 heures par semaine, je peux te dire que dans 2 mois, la personne qui aura progressé le plus et a avancé le plus dans sa carrière de préparateur physique, eh ben, c'est clairement toi. Donc voilà, j'irai chercher des clubs locaux, des associations locales, parce que ben, tu vas vouloir d'abord pouvoir te faire un nom et faire en sorte que les gens puissent te trouver de manière locale. Donc dans ta ville, dans ton village, tu vas voir les associations, les organisations, tu leur proposes tes services, tu leur dis 1 fois par semaine, je peux venir faire une classe, un cours avec vos membres, etc. Peu importe quel type d'association. Et invariablement, si tu fais bien ton travail et si tu es persistant et si tu es patient, eh ben, tu vas avoir des gens qui vont travailler avec toi en groupe et qui vont dire, ah bah tu vois, je cherchais un coach, alors en fait, est-ce qu'on peut travailler en individuel? Comment ça se passe? Quels sont tes tarifs? Mais je pense que les opportunités, il ne faut pas les attendre, il faut les créer. Et encore une fois, on revient sur cette idée d'entrepreneuriat, il faut entreprendre. Et plus tu es entreprenant, et plus tu pourras remplir ta semaine avec tes heures de coaching, peu importe la nature de ces heures, et plus tu avanceras rapidement, et plus tu pourras rapidement te faire rémunérer à la hauteur de ta valeur et de tes services. Donc voilà, c'est ma manière d'opérer. Je sais qu'il y a certains qui ne l'aiment pas, mais ça a fonctionné pour moi à plusieurs échelons et sur plusieurs compétences que j'ai voulu développer au cours du temps. Donc c'est celle que je peux conseiller le mieux de par mon Ça expérience. marche. Ah, ben, c'est intéressant. En même temps, ça permet d'accumuler un peu d'expérience. Et du coup, c'est toujours dans ce sujet par rapport au coaching. Une fois qu'on a réussi à accumuler un certain nombre de clients, par exemple, ben, ce serait quoi le mieux pour fidéliser? Est-ce que c'est la personnalité qui permet de mieux fidéliser les personnes ou c'est plutôt leur apporter quelque chose en plus au-delà du coaching, je veux dire. Donc C'est les deux. voilà, plus sur la question de la fidélisation. C'est dur. Il faut que tu coaches les gens pour qu'ils puissent s'entraîner tout seuls Ouais, et il faut que tu les traites d'une telle manière qu'ils ne veuillent jamais partir. ouais, c'est philosophique. Ah, j'ai déjà eu ça. Ça vient pas de moi. Je l'ai emprunté quelque part. Je me rappelle plus qui l'avait mentionné. Non, c'est pas vrai. C'est Carmen Bott, qui est une préparateur physique. Elle est préparateur physique au Canada, dans le sport comme le lacrosse et le hockey, si je me trompe pas, et qui avait dit ça une fois et ça m'avait vraiment marqué. Mais je pense vraiment que c'est la manière d'opérer. Il faut que tu donnes tout ce que tu puisses donner aux gens avec qui tu travailles et il faut que tu les traites comme de l'or en barre. C'est vraiment ça. Par Et rapport, par rapport à cette citation, du coup, ce serait important de se former dans tout ce qui est, on va dire, psychologie humaine, ou c'est plutôt quelque chose qui doit limite être naturel, on va dire. je dirais que en- si dans le développement de ta carrière en tant que coach ou préparateur physique, tu n'abordes pas et tu n'explores pas ces thèmes de psychologie humaine, tu vas être désavantagé. On va dire comme ça. À mon sens, ça devrait faire partie du cursus déjà. Ça Ouais, devrait faire partie du cursus éducatif parce qu'au final, on apprend toutes ces théories, on apprend tous ces pourcentages, on apprend toute cette physio, mais au final, tu as un humain devant toi. Et si tu ne sais pas écouter un humain, si tu ne sais pas comment un humain pense, et si tu ne sais pas comment influencer, bien sûr, de manière positive pour leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter au niveau changement comportemental, prise de conscience, etc. Si tu ne sais pas comment opérer à ces niveaux-là, tu vas être grandement désavantagé. Moi, je sais il y a 2 ans, il y a de ça maintenant 5 6 ans, je me suis vraiment intéressé à la psychologie. J'ai passé 2 ans à creuser vraiment ce sujet, à lire des bouquins, à écouter des présentations, et ça m'a énormément aidé dans mon coaching. Et je pense que tu vas avoir un avantage certain si tu prends les devants et que tu développes ces connaissances et ces compétences en amont de ta carrière de coach. ouais, c'est vrai, parce qu'au départ, moi, je voulais faire professeur de PS et je sais que dans le cursus, il y avait pas mal de courses sur justement la psychologie humaine. Mhm. Et c'est vrai qu'en entraînement sportif, depuis que je suis arrivé à Montpellier, ben, peut-être que je me trompe, mais il y en avait eu beaucoup moins. Bah, après, c'est sûr qu'en éducation motricité, c'est beaucoup plus important. Mais bon, non, en vrai, c'est tout aussi important en entraînement.
Bon, on va rester. Donc, ben voilà, ben j'ai une dernière question. Là, Mhm. c'est plus une question globale, une question ouverte, on va dire. Si tu as un dernier conseil à donner pour des étudiants qui sortent de STAPS, que ce soit après une licence, ben déjà, est-ce que c'est mieux, que ce serait plus avantageux de partir sur un master, par exemple, ou tout simplement des conseils un peu généraux pour une personne qui souhaite arrêter directement après la licence, par exemple? Tu as parlé du master, je pense que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça dépend comment tu apprends. Si tu as besoin d'un cadre, si tu as besoin des autres pour apprendre, pour te former. À l'heure actuelle, il y a énormément de ressources sur Internet, dans des livres pour te former. Mais se former, ça ne veut pas juste dire écouter un podcast tous les soirs. Ça veut dire prendre des notes, ça veut dire synthétiser, ça veut dire mettre en application ce que tu apprends et essayer de former un puzzle cohérent avec toutes tes connaissances. Mais ça prend énormément de travail. Et donc, pour certains, ce sera plus efficace de le faire dans un cadre académique, avec d'autres élèves, avec des professeurs, avec un certain cursus que tu vas suivre. Et alors que pour d'autres, eh ben, le faire en autodidacte et faire tes propres recherches par rapport au sujet qui te botte en ce moment ou des interrogations que tu as, des problématiques que tu rencontres. Tant que tu es prêt à aller chercher l'information et faire le travail, je ne vois pas de problème à te lancer. Mais il s'avère qu'il y a encore ces cursus éducatifs au niveau académique qui valent ce qu'ils valent. Mais c'est vraiment comment tu apprends et qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer qui va faire qui va répondre à ta question par rapport au choix de comment tu t'orientes après les premières étapes. C'est vrai qu'on pourrait beaucoup apprendre par soi-même avec tout ce qu'on a comme info, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que aussi les clubs, et ce qu'on nous dit à la fac, c'est que voilà, ils vont regarder un peu ton CV et ils nous disent que le master, c'est le strict minimum. Après, bon, moi, je suis plus dans une optique de poursuivre un master, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait un master qu'on aura forcément plus de compétences ou de connaissances que quelqu'un d'autre Ça veut, qui ça sera veut, avec un ça veut lycée. absolument rien dire. Voilà. Après, tu trouves des exemples des deux côtés. Moi, je suis peut-être l'exemple extrême dans le sens où je suis même pas allé à l'université. Et à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui m'écrivent, qui sont doctorants et qui ont des PhD et qui enseignent dans des universités et qui écoutent les choses que j'ai à dire et qui trouvent que ce que j'ai à dire et à proposer a de la valeur. Donc, je pense vraiment que, et bien sûr, il y a aussi tous les Ouais. gens qui sont qualifiés de manière académique et officielle, qui ont également plein de bonnes choses à dire. Donc, à l'heure actuelle, c'est peut-être encore un prérequis dans les différentes organisations que tu mentionnes, mais plus on va de l'avant et plus l'expérience va primer sur quelle école tu as suivi. Parce qu'au final, l'école, juste parce que tu es passé par une école ne veut pas dire que tu es compétent. Et si tu as passé 3 ans à te former au niveau pratique avec les différentes astuces que j'ai données tout à l'heure, par exemple, dans le fait de t'impliquer dans plein d'associations différentes, de travailler pour différents clubs de sport, eh ben, à l'issue de ça, je pense que même si tu as pas de diplôme, mais que tu as 3 ans de travail acharné derrière toi, desquels tu as pu tirer des conclusions, faire la synthèse de ce que tu comprends et organiser ton modèle de préparation physique, eh ben, tu seras bien, bien plus avancé que certaines personnes qui sortiront de master, qui ont coaché le minimum qu'ils devaient coacher pour pouvoir passer ces qualifications-là et qui, au final, eh ben, en savent beaucoup, mais ça veut pas Mm. nécessairement dire qu'ils sauront l'appliquer aussi bien que toi. Ça marche. Ben, une toute dernière question, juste après ça, qui vient de me venir à l'esprit. Par rapport aux réseaux sociaux, euh, moi, je sais qu'il y en a qui nous disent parfois que c'est pas forcément bien parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi en termes de coaching et de clients, par exemple. Alors que d'autres, ben, ils nous disent que ben, c'est super important, quoi, surtout à notre époque, on va dire. Du coup, ben, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Voilà, on va dire principalement YouTube, Instagram, après TikTok, bon, bof, et ouais, peut-être Facebook aussi. Bah, je pense que il y a on doit pas nécessairement être l'un ou l'autre, hein. Je Ouais, pense que on se doit aujourd'hui d'avoir une certaine présence en ligne, qu'elle soit minimale ou très développée. Parce que moi, je sais que quand j'entends parler d'une organisation, d'un restaurant, de quelque chose, eh ben, je vais regarder en ligne et je vais regarder les témoignages. Et si tu as une étoile sur 5, eh ouais, ben, garantie que je t'appelle pas. Donc, ouais, il y a un minimum qui doit être fait à ce niveau-là parce qu'au final, c'est ta carte de visite.
les gens, quand ils te connaissent pas, ils vont aller chercher sur Internet. S'ils te trouvent pas, moi, je sais que quand je cherche un restaurant et je le trouve pas en ligne, je me dis, mais c'est Mm, bizarre. Euh, à l'exception des endroits qui sont tellement bien qu'ils n'ont pas de site web et ils ont même pas de numéro de téléphone. Il faut juste que tu te pointes. Il y avait le cas il y a pas longtemps, on est allé à Annecy et il y a un petit restaurant que ma femme a trouvé en ligne, pas de numéro de téléphone. Elle l'a mm, trouvé sur Google, mais pas de numéro de téléphone, pas de site web. Et il s'avère qu'il faut juste te pointer aux heures où ils sont ouverts. Il y a 5 tables dedans. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus mm. de place. Et ils sont victimes de leur succès. Ils sont tout le temps blindés. Mais à moins d'avoir cette réputation-là, eh ben, d'avoir une carte de visite, donc une présence en ligne pour que les gens au minimum puissent te trouver quand ils te cherchent, je pense que c'est un minimum à mettre en place. Après, c'est clair que c'est pas le créneau que je pousserais en premier si j'étais jeune coach diplômé. Comme je te l'ai dit avant, va toquer à des portes, va parler à tes voisins, parle à tous les gens que tu as dans ton téléphone, va voir des gens en présentiel, en vrai, parce que c'est ces gens-là que tu vas coacher en premier. Donc voilà, perds pas le nord, mais joue sur les deux plans aussi. Bon, c'est très clair. Bon, en tout cas, merci. Moi, en tout cas, ça m'aura clarifié certaines choses par rapport aux questions que je me posais. J'espère que ça Super. pourra répondre à d'autres interrogations pour d'autres étudiants, par exemple. Donc, en tout cas, merci déjà d'avoir accepté. Moi, j'ai quand même essayé, j'ai envoyé le message, mais Tu as en tout bien cas, fait d'essayer et c'est toujours un plaisir pour moi ouais, de répondre à des requêtes comme la tienne et comme tu l'as dit, je l'espère pouvoir aider plus de monde à se développer en tant que préparateur physique, indépendant s'ils le souhaitent et si ça leur correspond, bien sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question et puis, ouais. comme convenu, je t'envoie l'enregistrement dès qu'on a terminé. Merci beaucoup. Bonne Allez, à la prochaine. bonne suite. Salut. Allez, merci. Ciao.